regretter ce qu'il y avait avant, c'est quasiment vous ranger dans le camp des... cette chose horrible qu'on appelle les conservateurs. François-Xavier Bellamy, jeune, philosophe et désormais tête de liste. Un choix qui a surpris, voire fâché, surtout au sein des Républicains. Et après tout, dans toutes les familles, il y a des incompréhensions. Et déjà cette première question, pourquoi ne faites-vous pas l'unanimité? Attention à ne pas transformer les Républicains en un petit parti conservateur. Il a des prises de position que je respecte, qui ne sont pas tout à fait les miennes sur un certain nombre de sujets de société. Ses convictions personnelles ne sont pas les miennes. Elles ne seront jamais les miennes. Un candidat normalien aux 33 printemps d'une vie déjà bien remplie, maire adjoint de Versailles depuis 2008, votre plume a servi aux ministres NKM et Rachida Dati. C'est l'immense paradoxe. Car ce qui dérange la droite partisane d'une alliance centriste, ce sont vos déclarations sur les sujets sociétaux. Quel monde on est en train de laisser aux générations qui viennent? Comment est-ce qu'on va permettre à des enfants de se construire dans un monde où il n'y aura plus de père et de mère, mais des quasi-frères, des quasi-sœurs? D'où cette deuxième question. Votre candidature signifie-t-elle que Laurent Wauquiez fait le pari d'une droitisation? On voit maintenant un discours de plus en plus proche de celui du Front National, que si une personnalité comme François-Xavier Bellamy se confirme à la tête des listes européennes, je ne vois pas ce qui demain empêcherait qu'il puisse y avoir des alliances. Contre l'extension de la PMA, contre la GPA, vous participez aussi à la Manif pour tous et à la dite Marche pour la vie. Ce serait bon, et ce serait bon pour les femmes en particulier, de réduire le nombre d'avortements. Vous n'êtes pas hostile à l'avortement? C'est même pas le sujet en fait. Personne en France ne pense qu'il est possible d'abroger la loi Veil. Le sujet n'est pas celui-là aujourd'hui. Beaucoup de gens dans la Marche pour la vie demandent d'abroger la loi Veil. Et l'Europe dans tout ça? Vous déclarez avoir voté non au référendum de 2005 et vous référez parfois à Jean-Pierre Chevènement. Je ne crois pas, précisément, que l'Europe puisse être un jour un espace démocratique. Je crois que l'Europe ne peut pas être autre chose, si nous tenons à la démocratie, que cet espace de coopération entre des nations souveraines. Vous êtes un enfant sans mémoire. C'est terrible. Là, on vient de, voyez, pour la première fois, 60 ans sans guerre. Pour la première fois. Alors, vous êtes un enfant sans mémoire. À la télé ou sur scène, vous semblez à l'aise, mais êtes encore parfois désorienté sur le terrain. Nous, on veut que les retraites soient indexées sur le coût de la vie. Voilà ce qu'on veut, sur l'inflation, etc., etc. Bon, on va relayer vos demandes dans tous les cas. Non, mais moi je vous dis, monsieur, moi je vous dis, le peuple français crève la dalle. Voilà, ça faut en être conscient. Monsieur Macron, le gouvernement, ils le savent, ça. Allez, on va y aller, on va continuer. Dans votre dernier essai, vous encensiez la nostalgie de ce qui demeure plutôt qu'un certain progressisme basé sur le mouvement perpétuel. Alors question François-Xavier Bellamy, parviendrez-vous à sauvegarder les fondations du parti Les Républicains? C'est ce qui caractérise un moment de crise. C'est un moment où, si nous ne savons pas prendre les bonnes décisions, alors ce à quoi nous tenons le plus peut disparaître. Voici François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Prenez place. Alors, est-ce qu'on a entendu la musique? Oui, toute première fois, Jeanne Masse. Bah oui. Pas la dernière, j'espère. Non, on espère pour vous, oui. Alors, bonsoir, monsieur. Vous êtes professeur agrégé en philosophie, essayiste, homme politique français. Vous êtes adjoint au maire de Versailles. Vous avez pris une déculottée lors des dernières élections législatives en 2017, dans un fief LR réputé imperdable. Je me permets juste de dire que tout le monde parle de cette déculottée, c'est quand même assez incroyable. Dans les Yvelines, dans les Yvelines, 100% du conseil départemental est à droite, et maintenant il n'y a plus qu'un seul député de droite sur les 12 du département. J'ai fait, je dois le dire, c'est pas, je dis pas ça par orgueil, mais quand même, j'ai fait le premier score. Après celui qui a gagné, on a fait le plus petit écart de voix. J'ai perdu 800. À 400 voix près, à 800 voix d'écart. Ouais, 800. Et de fait, c'est une vraie fierté parce que c'était l'une des circonscriptions les plus difficiles du département pour la droite. Donc, Vous en avez marre, j'entends. Non, pas du tout, c'est juste... Je comprends. Mais j'attendais de savoir, en regardant un peu, en préparant l'émission, j'attendais de savoir à quel moment vous alliez réagir. Parce qu'effectivement, on vous l'envoie tout le temps dans la face. Mais cela étant dit... C'est une terre de mission. C'est pour la droite. Non, c'est intéressant. Allez-y. Alors, attendez, je finis le lancement et après on y va. Parce qu'il y a un lancement en plus. Il y a un lancement. Il est difficile de trouver un homme qui ait de l'espace dans la pensée, qui vous donne la sensation de ces grandes haleines du large qu'on respire sur les côtes de la mer. Peut-on lire dans Bellamy de Beaupassant? Pensez-vous que c'est parce que vous avez de l'espace dans la pensée que vous avez été désigné? Ce qui est sûr, c'est que sans doute le fait que j'ai été désigné pour cette mission
dit de la part de Laurent Wauquiez et de la droite le désir de remettre les idées aussi au centre du jeu. Je sais que j'ai beaucoup approuvé dans cette campagne, mais ce qui est certain, c'est que ce que je peux peut-être apporter, c'est ce que j'ai essayé de construire au cours des dernières années, cette tentative de penser les grands enjeux qui sont devant nous et d'apporter ma contribution très humblement au débat intellectuel. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une politique qui retrouve un sens et qui retrouve un cap. Et que nous nous sommes trop souvent enlisés dans une forme de pragmatisme qui ne se suffit pas à lui-même, en fait. L'idée d'une politique efficace ou qui fonctionne, c'est évidemment une idée qui est inspirée par l'inefficacité des politiques publiques depuis si longtemps, mais il ne suffit pas de faire une politique qui marche pour que ça puisse convaincre. C'était Christophe Castaner, je me rappelle, qui disait à des étudiants de l'ESSEC il y a un an, nous, notre seule idéologie, c'est est-ce que ça marche? Et ben, en fait, ça ne suffit pas. C'était du blairisme, ça. C'était du blairisme. Tony Blair avait dit ça 20 ans plus tôt. En un sens. Et c'est vrai que ça ne suffit pas à notre besoin de politique parce qu'il y a des pays qui marchent très bien et auxquels on n'a pas envie de ressembler du tout. Qui marchent de quel point de vue d'ailleurs? La question qui se pose du point de vue politique, c'est pas seulement est-ce que ça marche, c'est la question de savoir vers où nous voulons marcher, vers où nous voulons avancer. Monsieur Bellamy, moi je voudrais avant tout vous exprimer mon grand mécontentement, et je parle aussi au nom de Zemmour. Vos camarades de parti vous ont adressé tellement de critiques que quoi qu'on dise et qu'on fasse aujourd'hui, on va passer pour des bisounours, on va se ridiculiser. Et je dois dire que je suis à 2 doigts de porter plainte pour concurrence des moyens. Mais ça vous pose quand même un problème parce que si vous n'arrivez pas à rassembler votre propre parti, rassembler toute la droite, ça paraît un objectif inatteignable du coup. D'abord, je suis au début de la campagne. Et donc j'espère bien que les critiques vont s'intensifier. Non, je crois que c'est vrai que les dernières semaines ont été l'occasion de démontrer à quel point la politique des petites phrases et des petites critiques ne pouvait qu'affaiblir notre capacité de rassembler et surtout de convaincre, de penser ensemble. Comment vous expliquez ça? Parce que, sans doute, c'est vrai, c'est une fragilité de la droite aujourd'hui, c'est qu'elle ne sait plus parler ensemble en dehors des plateaux de télévision. Pourquoi ne pas partager des désaccords qui soient des désaccords intelligents, des désaccords assumés, des désaccords qui soient l'occasion d'un dialogue plutôt que d'un florilège de critiques? Moi, je ne me prêterai pas à ce petit jeu-là parce que je pense que le moment est tellement important. Et le moment politique que nous vivons est tellement crucial que nous n'avons pas le droit de nous abîmer dans ce genre de pratiques. Mais ce qui est sûr, c'est que après, le but, vous savez, d'une campagne, c'est de rassembler des électeurs et pas de rassembler des élus. Donc pas seulement le principe, c'est de convaincre aussi très largement. J'entends bien, mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement un concours de petites phrases, c'est qu'on vous dit que vous représentez une ligne qui, par essence, ne peut pas rassembler tout votre parti et toute la droite. C'est plutôt ça. Parce que les petites phrases, c'est assez anecdotique. Mais la chose est plus grave, c'est le fond qui est contesté. Je crois que beaucoup de ceux qui se sont exprimés au cours des dernières semaines ne me connaissent que par le portrait qui a été dressé de moi de façon assez opportune par quelques articles de presse à l'occasion de cette nomination. Et je ne crois pas ressembler à ce portrait. Je dois dire que j'ai de la sympathie pour certains élus qui s'inquiètent de ma nomination parce qu'ils ne me connaissent que par ce qu'on a pu... Gérard Larcher notamment ? Non, alors Gérard Larcher, je le connais bien, mais vous l'avez vu s'exprimer à l'instant, vous avez présenté quelques extraits. Gérard Larcher, je le connais bien, parce que j'ai été prof à Rambouillet, donc on s'est connus quand il était maire de Rambouillet et que j'étais enseignant là-bas. On s'apprécie vraiment, et d'ailleurs il m'a dit, il l'a redit publiquement, qu'il avait de l'estime pour ce que je pouvais faire, ce que je pouvais défendre. Il pensait que j'avais pas le poids politique, que j'étais pas le plus rassembleur pour mener cette liste. Et je peux le comprendre. Enfin, ma nomination est un pari. C'est clairement un pari. C'est pas du tout une évidence. Je ne pars pas avec le sentiment que mon profil devrait s'imposer d'évidence. Je vais maintenant tout faire pour essayer de convaincre et de persuader que je suis capable et que nous serons capables ensemble, parce que c'est aussi un scrutin de liste, et ça c'est très important, que nous serons capables ensemble de proposer une vision pour l'Europe qui pourra rassembler les Français. Bah alors justement, là vous êtes très gentil avec Larcher, parce que c'était surtout la réaction des milieux francs-maçons contre un élu qui apparaissait comme le porte-voix d'un catholicisme militant. Non, Gérard Larcher n'aurait pas dit qu'il me trouvait très estimable. Si, il peut dire que vous trouvez très estimable. En tous les cas, moi je fais le choix du vous avez raison. Plutôt que du... Mais je pense que ce ne sont pas... Vous avez raison, c'est normal que vous disiez il faut rassembler, c'est un début de campagne, tous nos arguments sont tout à fait légitimes et tout à fait compréhensibles. Pourtant, il faudrait s'arrêter 2 minutes sur ce que ça révèle, en fait. Et on a eu déjà la discussion ici avec Wauquiez. La droite a toujours été divisée, on a tous appris les 3 droites de René Raymond, patati patata. Il n'empêche que ça continue et que ça devient de pire en pire parce que Macron est une espèce de droite.
Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les Yvelines était très intéressant. J'avoue que je n'avais pas remarqué, mais Nolo charriait gentiment en disant les Yvelines sont maintenant une terre de mission pour la droite. Je comprends mieux votre discussion. En fait, la droite bourgeoise, que j'explique ici toutes les semaines, est partie chez Macron et ça s'est vu dans les Yvelines. J'avoue que je n'avais pas vu ça dans les Yvelines. Donc c'est assez intéressant sur ce que ça révèle, c'est-à-dire que vous avez une droite bourgeoise, libérale, qui fait passer ses intérêts avant ses convictions et qui est chez Macron. Il y a des gens au sein, j'allais dire de l'UMP, au sein des Républicains, qui sont sur cette ligne, qui n'ont rien à faire en vérité avec vous. Quand on voit bien, quand j'ai pu observer, quand Wauquiez m'invite à présenter mon livre devant LR, Pécresse dit on n'a pas la même vision de la France. Mais c'est Pécresse qui n'a rien à faire avec vous. Pécresse devrait être chez Macron. Je pense que vous êtes victime de l'obsession de l'unité qui en fait ne permet rien et que vous prenez dans la gueule les conséquences des erreurs de vos parrains qui ont voulu à tout craint garder une unité factice. En vérité, il y a des gens qui ne devraient plus, qui devraient faire comme Juppé et qui devraient partir chez Macron. Et là, on pourrait discuter sur ce qu'est les Républicains. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette analyse, mais... Je vous en prie. D'abord, la première, moi je ne crois pas à la lutte des classes. Et je pense que c'est assez de droite de ne pas croire à la lutte des classes. Donc j'ai jamais cru à l'opposition... J'ai jamais cru à l'opposition d'une... Enfin, on peut projeter sur la société le prisme d'une lutte d'intérêts. Moi, je crois que la politique, ça consiste à dépasser les conflits d'intérêts pour tenter de débattre d'un projet commun. Et pour être en désaccord, d'ailleurs, sur ce projet commun. Mais je crois que la politique, et c'est d'ailleurs, vous avez raison, le talon d'Achille de la droite, qu'elle s'est enfermée au cours des dernières années dans une vision de la France qui correspondait sans doute à quelque chose comme un syndicat de défense des privilégiés. Moi, je suis prof. Je crois profondément à la question de la transmission de la culture et je crois que la transmission de la culture elle est nécessaire et ça c'est sans doute être de droite mais qu'elle est nécessaire d'abord pour les plus déshérités. Et je pense vous voulez dire que vous êtes de droite culturellement mais pas économiquement quoi. Je pense que la gauche de Bourdieu a précisément fragilisé ces déshérités en tapant sur l'héritage. Donc en un sens je suis de droite mais je crois que la droite devrait défendre ses convictions avec la certitude qu'elles sont nécessaires pour les plus modestes, pour les plus fragiles, pour les plus vulnérables dans la société d'aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là que je ne crois pas qu'on puisse réduire la vie politique à l'opposition de la société bourgeoise contre les plus démunis. Et si elle le devient, alors c'est un drame, parce que c'est le contraire de la politique, c'est la lutte de tous contre tous. C'est-à-dire c'est précisément ce qui se produit lorsque nous ne savons pas faire de politique. Oui, mais la politique, c'est peut-être aussi, pour la droite bourgeoise, s'allier ou à l'électorat populaire pour essayer de faire sortir une dynamique politique qui permette de protéger les plus pauvres. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas une question d'alliance de la droite bourgeoise avec les classes populaires, c'est une question de projet politique qui nous permettra de retrouver notre place dans le monde, de retrouver une réussite économique qui servira à tous, de retrouver la maîtrise de notre destin dans l'avenir. Toutes ces questions-là, elles ne sont pas spécifiquement liées à la bourgeoisie ou bien au prolétariat. Si on reprend le début de l'analyse de Zemmour, c'est également ce que vous propose Marion Maréchal. Ben oui, mais je parlais pour ça. On dit au fond, surtout avec vous, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Alors qu'en effet, le divorce semble consommé avec une partie des anciens républicains. Donc qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, j'ai pas de contact avec Marion Maréchal. Non, mais sur le plan de la théorie. Sur le plan de la théorie, je ne sais même pas ce qu'elle voudrait proposer si elle faisait de la politique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne me sens aucun point commun avec le Rassemblement national, justement parce que le Rassemblement national, il est précisément dans cette vision de lutte des classes. Quand j'entends Marine Le